Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui aborder l'entretien motivationnel et son intérêt dans les troubles du comportement alimentaire, TCA. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la motivation? La motivation, c'est l'aptitude à un moment donné de prendre une décision puis d'engager une action dans le but de sortir de l'état ou de la situation dans laquelle on se trouve. Alors ça vient du latin movere, c'est-à-dire bouger, plus précisément même se mettre en route. Donc il y a bien l'idée d'un déplacement d'un point, par exemple la maladie, le TCA, à un autre, par exemple la rémission ou la guérison. Alors bien sûr, en médecine, on a toujours besoin de la motivation de la personne malade, motivation à se faire opérer, à prendre un médicament, à aller voir un psychothérapeute ou un diététicien. Mais il est bien évident qu'il y a des situations où on en a bien plus besoin que d'autres. Par exemple, un traitement chronique demande plus de motivation qu'un traitement aigu. Une thérapie demande plus de motivation que la prise d'un médicament. Alors, dans les TCA, la motivation est au cœur du problème. C'est le souci de beaucoup de thérapeutes. Ce qui frappe, en effet, chez un grand nombre de ces patients souffrant de TCA, c'est leur manque de motivation. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, beaucoup de malades souffrant d'anorexie-boulimie, de boulimie ou de compulsion sont impulsifs. Deuxièmement, beaucoup de malades TCA, notamment ceux qui souffrent d'anorexie-boulimie, de boulimie et de compulsion, ont un état dépressif plus ou moins marqué qui s'oppose à la motivation. Troisièmement, un certain nombre de malades ont subi plusieurs échecs, ce qui fait qu'ils n'y croient plus. Quatrièmement, il existe chez beaucoup de malades TCA un manque de confiance et un manque d'estime de soi à des niveaux élevés. Ceci va générer une peur de l'échec et un fort sentiment d'impuissance. Il ne va pas y arriver. C'est au-dessus de ses forces. La plupart de ces personnes, par ailleurs, ont le sentiment fort que ce sont eux qui ont fabriqué le TCA. Ils en sont responsables. S'ils ne s'étaient pas mis au régime, ça ne serait pas arrivé. Donc, ils en sont coupables. Il y a aussi, il faut le noter, cette note addictive. Beaucoup de TCA sont en fait des conduites addictives, c'est-à-dire une addiction qui se fait par rapport à un comportement. Crise alimentaire, déclenchement du vomissement, hyperactivité physique, restriction, etc. Un autre point aussi, c'est que beaucoup de TCA comportent une note obsessionnelle. Ce sont des comportements répétitifs et compulsifs de nature assez semblable au TOC, en tout cas pour pas mal de patients. Donc le TCA occupe la journée de la personne malade. Et la personne forcément se dit « qu'est-ce que je vais faire s'il n'y a plus de TCA ?» Avant-dernier point, le TCA, en particulier l'anorexie mentale, est pour beaucoup de malades leur ultime rempart, leur armure, parfois même leur seule raison de vivre. Et donc, imaginer un jour être sans cette anorexie mentale, c'est se retrouver tout nu, ce qui est a priori anxiogène. Enfin, dernière raison, le malade sait intuitivement, et il a raison, que c'est et que ce sera toujours à lui de faire. Qu'au fond, le thérapeute ne fait pas grand-chose et que lui, le malade, a tout à faire. Pour toutes ces raisons, beaucoup de malades qui souffrent de TCA viennent à la consultation avec un espoir, mais aussi avec beaucoup de doutes et un gros sentiment d'impuissance. D'un côté, ils attendent le miracle et de l'autre, ils savent que le miracle n'aura pas lieu. Ils le savent parce qu'ils ont déjà essayé, parce qu'ils ont leur propre expérience, parce que ça a échoué avant. Premièrement, la malade qui souffre de TCA est morte de peur, de toutes les peurs du monde. Deuxièmement, elle est perdue dans un monde imaginaire qui l'a coupée de la réalité.
Troisièmement, elle ne voit pas ce qu'il y a au bout du chemin, c'est-à-dire au-delà de la guérison. Alors, avant d'attaquer l'entretien motivationnel, il faut sûrement détailler un peu ce que c'est que la motivation. Alors, il y a quelques points qui sont importants. Pour être motivé, il faut déjà savoir où on est et sentir qu'on n'est pas si bien que ça là où on est. Deuxièmement, il faut avoir rencontré une personne aimable, sympathique, qui vous donne le sens de la motivation. Avec lui, je peux y aller. Troisièmement, il faut avoir entendu cette personne vous expliquer son savoir-faire avec un savoir-être qui vous a frappé. Il faut savoir aussi où on va, par où on y va, comment on y va, avec qui on y va, et pas seulement le thérapeute. C'est bien aussi de connaître par avance quelques choses trappes qui vont émailler le cours du traitement. C'est bien aussi de se dire et d'entendre dire qu'on a du temps et qu'il y a des étapes pour se reposer. C'est bien enfin de savoir qu'on a le droit à l'erreur et qu'on ne sera pas jugé pour ça. Alors, il ne faudrait pas croire que la motivation est un état stable, qu'à la naissance, on est motivé ou pas, qu'à un moment donné, on est motivé ou pas. C'est pas du tout ça. La motivation est un état variable qui dépend du moment et qui dépend de la personne en face. Donc, il y a des moments où on n'est pas encore motivé, où il faut se motiver. Il y a des moments où on est démotivé, il faut alors se remotiver. Il y a des moments où on est trop motivé et du fait de cet excès de motivation, pas forcément très réaliste. Et puis il y a des moments aussi où on est démotivé et qu'au fond on ne voit même pas pourquoi on se motiverait. Par exemple, quand on est dans un état profondément dépressif, franchement, pourquoi on guérirait? Alors, pour prendre une métaphore, je dirais que le travail que le thérapeute fait avec le patient, c'est un peu le travail que fait le feu avec l'eau. La motivation, c'est un peu comme l'eau qui bout sur le feu. Si le feu s'éteint, l'eau arrête de chauffer, puis refroidit. Et donc, c'est à nous, thérapeutes, de garder l'eau sur le feu. Alors, maintenant, est-ce qu'on sait si l'entretien motivationnel est efficace dans les TCA? Alors déjà, dans l'anorexie comme dans la boulimie, on observe un lien entre la compliance et la motivation au début du traitement et la rémission quelques semaines ou quelques mois plus tard. On sait aussi que l'entretien motivationnel a obtenu des résultats positifs. Pour autant, ces résultats ne sont ni magiques, ni forcément incroyablement bouleversants. Alors, par exemple, il y a une étude canadienne faite chez 108 patients tirés au sort pour être en deux groupes, un groupe recevant l'entretien motivationnel et l'autre pas. Il y a eu plus de diminution des crises de compulsion alimentaire chez les patients ayant l'entretien motivationnel que celles ne l'ayant pas. Par exemple, dans le groupe entretien motivationnel, 27% des patientes étaient abstinentes de crises compulsives alimentaires contre 11% dans le groupe contrôle. En Australie, il y a une étude chez 48 patientes souffrant d'anorexie mentale, hospitalisées pour dénutrition et forte pensée anorexique. 24 ont été mises par tirage au sort dans le groupe entretien motivationnel et 24 autres ont été suivies de façon classique. Et les auteurs ont noté qu'à 3 et à 6 mois, la prise de poids était un peu plus importante, la pensée anorexique un peu moins grande dans le groupe des entretiens motivationnels par rapport au groupe contrôle. Pour autant, les résultats ne duraient pas au-delà de 6 mois, c'est-à-dire à 1 an.
À Londres, la grande équipe de Tracer a montré, à travers une analyse de la littérature et à travers sa propre expérience, que les entretiens motivationnels étaient pertinents dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. En revanche, une très grosse étude portant sur des enfants et sur l'obésité chez les enfants n'a pas permis de montrer que les entretiens motivationnels des enfants et de leurs parents permettaient de faire mieux qu'une prise en charge beaucoup plus classique. Alors maintenant, je voudrais aborder de façon un peu plus concrète ce que c'est que l'entretien motivationnel. Alors l'entretien motivationnel, c'est une approche qui a été conceptualisée par Miller et Rolnick dans les années 80, donc c'est pas très récent. L'idée, c'est d'associer un savoir-être à un ensemble de techniques appropriées à faire apparaître, puis à augmenter le besoin de changement du patient ou du malade. Donc c'est une pratique différente de la médecine. L'idée de base, c'est que la motivation n'est pas seulement inhérente à la personne, ici la personne malade, mais que cette motivation va dépendre très clairement d'un processus interpersonnel. Que la motivation, c'est le fruit d'une interaction entre deux personnes, le thérapeute et la personne malade. Et le thérapeute a donc, selon cette théorie, le pouvoir d'aider la personne malade en influençant favorablement sa motivation par la qualité et la pertinence de ses stratégies d'intervention, mais aussi par son empathie. En d'autres termes, le thérapeute va faire ressortir la motivation intrinsèque des personnes qui l'aident. Il me semble qu'un prérequis important, c'est d'être une personne empathique et cadrante. Il me semble aussi qu'il est important que le patient pointe lui-même sa résistance et comprenne lui-même que sa résistance est liée à son ambivalence au changement. Je prends une métaphore, quand on a envie d'aller à Istanbul parce que on nous a dit que la ville était super belle, immédiatement il y a des pensées contraires qui s'imposent à nous. Oh, c'est loin, c'est cher, c'est peut-être même risqué, c'est peut-être plein de gens qui parlent turc que je ne comprendrais pas, et puis avec qui j'irai, et puis pour faire quoi, et puis combien de temps. Et c'est vrai que tant que je n'ai pas répondu à ces questions, même si la ville est belle, je n'irai pas. Un autre prérequis, c'est que la motivation aux soins ne peut pas être celle du thérapeute, elle ne peut être que celle du patient. Ce que je pense des motivations, par exemple, il faut sortir de l'anorexie mentale pour éviter l'ostéoporose, au fond, ça n'intéresse pas beaucoup le cerveau agissant du malade ou de la malade qui souffre d'anorexie mentale en réalité. On peut même dire que si le patient affirme qu'il veut se battre parce que l'anorexie fait souffrir sa mère ou parce que ses enfants le voient et que quelque part c'est horrible pour la personne qui vient vous voir, eh bien c'est à prendre. Et ça doit être une base de votre traitement. Ok, on va se battre pour ta mère, pour tes enfants. Et donc là où les raisons de guérir du patient sont toujours à valoriser, même si vous pensez qu'il vaut mieux guérir pour soi que guérir pour sa mère. Peu importe. Lui, il pense que sa mère en souffre et c'est important que sa mère n'en souffre pas. C'est une pensée valable. Un quatrième point que je voulais aborder est la reformulation positive. C'est mieux de dire qu'est-ce qui ferait que vous avanciez plutôt que pourquoi échouez-vous tout le temps. Un cinquième point, c'est que
le thérapeute doit clairement montrer, de la voix, mais aussi avec ses expressions, que jamais il ne juge son patient, jamais il ne critique son incapacité à suivre le traitement. Un 6e point est que le thérapeute doit être capable de prendre sa part des échecs. Et le nous ou le je est alors la formulation la plus appropriée. Par exemple, je vois bien, moi, votre thérapeute, que j'ai échoué. En quoi n'ai-je pas pu vous convaincre, vous aider ou faire en sorte que vous alliez mieux? 7e point, et c'est important, quand vous n'avez pas les réponses, vous avez les questions. C'est-à-dire plutôt que d'inventer une réponse sortie de nulle part, vous avez intérêt à poser une autre question et à la poser de façon positive. Pour conclure et pour résumer, je voudrais vous donner quelques qualités qui me semblent essentielles si l'on veut travailler en mode entretien motivationnel. Premièrement, le capital confiance. Deuxièmement, la légèreté. Troisièmement, l'empathie. Quatrièmement, le respect. Cinquièmement, la pensée positive. Sixièmement, la question à la place de la réponse. Et puis, ne jamais oublier que si ce malade souffre d'un TCA, ça n'est pas qu'il n'a pas de volonté, c'est que sa volonté est prise dans le TCA. Voilà ce que je voulais vous dire. Sachez qu'il y aura de façon beaucoup plus concrète un autre fichier audio sur l'entretien motivationnel, mais cette fois-ci, entre guillemets, un vrai entretien en temps réel. Voilà, au revoir à toutes, au revoir à tous.